Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le manoir des Delcourt, situé dans les hauteurs boisées de Westchester, se dresse tel un château d'ivoire, majestueux et solitaire, entouré de cyprès centenaires et de longues allées de gravier blanc. L'extérieur respire la grandeur et l'opulence, colonnes corinthiennes, balcons de fer forgé, vitraux français importés, et un portail automatique flanqué de lions de marbre. Mais à l'intérieur, le silence est roi. Un silence lourd, chargé, comme figé dans le cristal des lustres. Émilie, héritière discrète mais redoutable d'un empire hôtelier international, y vit seule avec son fils, Jules, depuis la mort brutale de son époux, Thomas Delcourt, emporté par une crise cardiaque lors d'un voyage d'affaires à Dubaï. Cette perte, survenue du jour au lendemain, a laissé Émilie brisée, mais elle a rapidement enfermé sa douleur sous une carapace d'exigence et de contrôle. Chaque recoin du manoir, impeccablement décoré par un architecte parisien, est une tentative de maîtrise du chaos. Elle ne pleure pas. Elle gère. Elle optimise. Mais rien de tout cela ne suffit à atteindre Jules. Âgé de 9 ans, diagnostiqué autiste de type Asperger à forte sensibilité sensorielle, Jules est un enfant au regard fuyant, à l'univers intérieur vaste mais hermétique. Il ne parle pas. Il ne réagit pas à son prénom. Il passe des heures à fixer des cartes du monde, à tracer des itinéraires imaginaires entre des capitales, à aligner des drapeaux selon un ordre mystérieux connu de lui seul. Il aime les formes, les drapeaux, les sons de certaines langues qu'il entend dans les documentaires que son père lui faisait écouter. Il semble imperméable au contact humain, mais réagit parfois à des détails que personne ne remarque, une syllabe chantée en italien, un motif géométrique sur une boîte, une voix grave dans un film en arabe. Émilie a tout essayé, orthophoniste renommée, psychiatre privé, ergothérapeute suisse, séjour dans des cliniques spécialisées en Europe. Les résultats sont maigres. On lui a répété, « Votre fils est intelligent, mais il ne communiquera peut-être jamais comme les autres. » Alors elle a décidé de tout acheter, tout essayer, tout offrir. Jusqu'à ce qu'il brise ce mur invisible. Jusqu'à ce qu'il lui dise un mot. Un seul. Elle l'aime de tout son être, mais elle ne sait pas comment l'atteindre. Alors elle continue de bâtir ce cocon luxueux, aussi protecteur qu'étouffant. Lorsque Rosa Martinez franchit pour la première fois les grilles du domaine, elle n'est qu'un nom sur une liste. Une femme de ménage de plus parmi celles que l'on recrute via une agence haut de gamme de Manhattan. Émilie n'attend rien de particulier. Elle veut quelqu'un de discret, efficace, ponctuel, silencieux. Pas d'intrusion, pas d'initiative déplacée. Juste une maison propre et un personnel invisible. Rosa coche toutes les cases. Silencieuse, le regard doux, le pas feutré. Elle parle peu, écoute beaucoup. Elle sait se faire oublier dans les grands espaces dorés du manoir. Mais derrière ces gestes mesurés se cache une autre femme. Avant d'émigrer, Rosa enseignait les langues vivantes dans un lycée public de Ciudad Juárez, au nord du Mexique. Passionnée par la communication interculturelle, elle avait construit un programme novateur pour initier les enfants aux langues du monde dès le primaire. Elle parlait 9 langues couramment, espagnol, anglais, français, italien, portugais, arabe, japonais, swahili et russe. Mais sa vie a basculé après une vague de violence qui a frappé sa ville. Son mari a disparu. Elle a fui avec sa fille, et tout ce qu'elle savait faire. Aux États-Unis, ses diplômes ne valent rien. Elle nettoie, elle cuisine, elle fait briller les parquets. Mais dans son cœur, la langue reste une lumière, un pont, une possibilité. Ce qu'elle remarque chez Jules ne ressemble à rien de ce qu'elle a vu auparavant. Au début, elle se contente de passer derrière lui, sans bruit. Mais elle observe l'attention qu'il porte aux détails. Le soin maniaque qu'il apporte à l'alignement des objets. Le fait qu'il touche plusieurs fois les mêmes drapeaux, mais jamais les mêmes mots. Un jour, en passant l'aspirateur, elle le voit bouger les lèvres en fixant une vidéo de dessin animé en italien. Un autre jour, elle l'entend murmurer quelque chose en espagnol alors qu'elle fredonnait une comptine mexicaine dans la cuisine. Et là, un doute la traverse. Et s'il n'était pas coupé du monde, mais simplement immergé dans un langage que personne autour de lui ne parle ?
Et si les structures classiques ne faisaient que renforcer la distance? Elle ne le dit à personne. Pas encore. Mais dans son cœur, quelque chose s'allume. Elle commence à lui parler, doucement, en plusieurs langues. Par petits jeux. Elle nomme les couleurs des drapeaux en swahili, les formes géométriques en japonais, les pays en portugais. Elle laisse traîner des cartes colorées, qu'elle a elle-même dessinées, dans les couloirs. Et elle attend. Sans pression. Sans attente. Et Jules réagit. Pas par des mots. Par des regards. Des gestes. Il la suit des yeux. Il l'écoute. Parfois, il tapote un mot qu'elle vient de dire. Il ne s'enfuit pas. Il reste. Pour Rosa, c'est clair, cet enfant comprend le monde. Il le décode à sa manière. Il a juste besoin d'un code qui lui parle. Et ce code, c'est la langue. Ce jour-là, le ciel de Manhattan était chargé de nuages bas et d'un vent humide d'avril. Emily avait quitté sa réunion plus tôt que prévu. Une discussion sur la rénovation de l'hôtel Delcourt à Miami avait mal tourné, et, pour la première fois depuis longtemps, elle s'était sentie vide. Inutile. Elle avait fait le trajet du retour en silence, fixant le paysage défilé au-delà des vitres teintées de sa berline noire. Ce soir-là, le manoir était plus silencieux que d'habitude. Après avoir longuement réfléchi, Emily demanda à Rosa de venir la rejoindre dans son bureau, une pièce austère tapissée de cuir vert bouteille, aux rideaux épais, éclairée par une seule lampe de bureau. Rosa entra, mains croisées devant elle, l'air serein mais prudente. Elle devinait que quelque chose avait changé. Emily la regarda sans sourire, le regard impénétrable. Emily, voix calme, mais froide, pourquoi avez-vous décidé d'enseigner des langues à mon fils sans ma permission? Un silence s'installa. Rosa soutint son regard, sans arrogance, mais avec une dignité tranquille. Rosa, posez, je n'ai rien imposé. Il écoutait. Il a commencé à répéter. Alors j'ai continué. Je ne voulais pas vous offenser. J'ai juste suivi ce que j'ai ressenti chez lui. Émilie resta un instant figée, puis relâcha la tension de ses épaules. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'elle murmura. Émilie, offensée. Vous l'avez fait parler. Vous avez brisé le silence. Et moi, je ne sais même pas quoi ressentir. Un frisson passa entre elles. Rosa ne répondit pas. Elle attendit. Respectueusement. Humainement. Alors, dans ce bureau rempli de dossiers, de contrats et de chiffres, Émilie sentit pour la première fois que sa puissance ne servait à rien ici. Ce qu'il lui fallait, ce n'était pas une stratégie, ni un plan thérapeutique. C'était de la présence. De l'intuition. Du lien. Elle inspira profondément, s'humecta les lèvres, et baissa les yeux. D'un ton bas, elle dit enfin. Émilie, j'ai engagé les meilleurs. J'ai dépensé des fortunes. Et c'est vous, une femme que j'ai à peine écoutée, qui a réveillé mon fils. J'ai besoin de vous. Jules a besoin de vous. Et je crois que, j'ai besoin d'apprendre à être là, moi aussi. Rosa, émue, s'approcha d'un pas, et répondit simplement. Rosa, vous êtes déjà là, Madame Delcourt. Ce soir, vous l'êtes. C'est tout ce qui compte. Un silence lourd, mais réparateur, envahit la pièce. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Émilie ne se sentit ni seule, ni impuissante. Elle se sentit mère. Vraiment. Lorsqu'elle franchit le seuil du manoir, elle n'annonça pas sa présence. Elle voulait s'immerger dans le calme de la maison, prendre un thé, puis peut-être, par réflexe, aller voir Jules, même s'il ne levait plus les yeux quand elle entrait dans la pièce. Mais à mesure qu'elle montait l'escalier de marbre, un son inhabituel s'éleva du rez-de-chaussée. Une voix féminine douce, chantonnant en italien. Ce n'était pas une chanson pop ni une berceuse connue. C'était une comptine ancienne, avec une mélodie berçante, fluide comme un ruisseau. Puis, un son bien plus inattendu encore, un rire. Léger. Oh. Un rire d'enfant. Émilie s'arrêta, figée. Elle redescendit les marches, silencieuse comme un chat, les talons de ses escarpins dans une main pour ne pas faire de bruit. En longeant le couloir, elle sentit son cœur battre plus vite.
Elle s'approcha du grand salon, et s'arrêta juste derrière l'embrasure de la porte entr'ouverte. La scène qu'elle aperçut la frappa en plein cœur. Son fils, Jules, était assis en tailleur sur le tapis, les joues rosées, les yeux grands ouverts, éclatant de lumière intérieure. Devant lui, Rosa, assise sur les talons, tenait une série de cartes faites à la main, illustrées d'images et de mots. Elle en montra une, puis dit doucement. Gelato, Bambino, Cielo. Elle attendit, penchée vers l'enfant avec une patience pleine d'amour. Et alors? Jules articula un mot. Bambino. C'était à peine un souffle, mais clair. Assumé. Vrai. Le souffle d'Émilie se coupa net. Son cœur se serra si fort qu'elle crut tomber. Elle appuya une main contre le mur. Cela faisait 4 ans qu'elle n'avait pas entendu une seule parole sortir de la bouche de son fils. Des bruits, des murmures, des grognements parfois, oui. Mais jamais un mot. Encore moins un mot dans une langue étrangère. Elle resta là, paralysée, à regarder Jules sourire timidement, effleurer les cartes avec ses doigts comme s'il caressait quelque chose de précieux. Rosa ne faisait que l'encourager, doucement, sans félicitations tapageuses ni gestes brusques. Elle respectait le rythme de l'enfant. Elle semblait le comprendre. Le lire. Émilie recula lentement, le cœur en vrac, les yeux humides. Elle monta à l'étage sans bruit, et resta plantée dans le couloir de l'aile ouest, incapable de bouger. Les émotions s'entremêlaient en elle, admiration, jalousie, culpabilité, espoir. Qui est-elle, cette femme que j'ai à peine regardée en face? Comment a-t-elle réussi là où des dizaines de spécialistes ont échoué malgré mes milliers de dollars? Quelques jours après sa conversation décisive avec Rosa, Émilie prit une décision qu'elle pensait déterminante, offrir à Jules un nouvel environnement éducatif, plus humain, plus souple. Elle avait entendu parler de l'Institut Saint-Armand, une école privée réputée pour son approche personnalisée des troubles du neurodéveloppement. On disait que l'établissement disposait d'un personnel hautement qualifié, de classes à effectifs réduits et d'un campus verdoyant propice à l'éveil sensoriel. Elle fit jouer ses contacts, décrocha un rendez-vous en 48 heures. Le matin venu, elle s'habilla d'un tailleur sobre mais luxueux, tressa ses cheveux avec soin, et emmena sous le bras un dossier contenant les évaluations de Jules, une vidéo de son interaction avec Rosa, et quelques propositions pédagogiques. Le docteur Laurence Bellamy, directeur de l'Institut, l'a reçue dans un vaste bureau où chaque objet semblait respirer le prestige, moulures anciennes, globes terrestres, diplômes encadrés, une collection de pipes sur une étagère. C'était un homme dans la soixantaine, au port droit, à la voix calme mais tranchante, vêtu d'un costume gris perle. Émilie, d'abord confiante, déroula son argumentaire. Elle parla de Rosa, de l'éveil de Jules à travers les langues, de l'effet des sons et des rythmes sur sa cognition. Elle montra la vidéo où Jules prononce « Bambino », parla d'inclusion culturelle, d'approche intuitive, de mélodie comme catalyseur d'expression. Bellamy resta impassible, les mains croisées. « Docteur Bellamy, avec tout le respect que je vous dois, Madame Delcourt, enseigner 9 langues à un enfant non-verbal relève de l'absurde. Il lui faut de la stabilité, pas de la confusion. Trop de stimulation tue l'intégration. Il doit se fixer. Structurer. Cadrer. Ce que vous proposez est, poétique, peut-être, mais peu scientifique. » Émilie sentit la chaleur lui monter au visage. Elle avait entendu cette condescendance 1000 fois, dans d'autres sphères, mais jamais lorsqu'il s'agissait de son propre enfant. Elle tenta de reprendre. « Émilie, ce que vous appelez poésie, moi je l'appelle une percée. Mon fils a parlé. Pour la première fois en 4 ans. Et il l'a fait dans un contexte multilingue, fluide, musical. C'est peut-être précisément ce que les approches classiques refusent de voir. » Bellamy la coupa d'un geste doux mais ferme. « Docteur Bellamy, je comprends votre émotion. Mais l'Institut Saint-Armand travaille sur des protocoles validés. Nous ne pouvons expérimenter au cas par cas. » Elle comprit. Non pas qu'il refusait son projet. Mais qu'il refusait Jules. Ce n'était pas un élève, pour lui. C'était un risque. Un défi imprévisible. Et ce genre d'enfants, dans les établissements de prestige, on les marginalise avec des sourires polis. Cette nuit-là, Émilie ne ferma pas l'œil.
Elle se leva, marcha dans les couloirs vides de son manoir, entra dans la chambre de Jules. Il dormait, une carte de l'Afrique posée à côté de lui, son doigt encore pointé sur le Nigeria. Elle s'assit au bord du lit, le regarda. Pas comme une mère inquiète, mais comme une femme lucide, prête à affronter un monde trop lent pour changer. Elle comprit que si elle voulait que Jules fleurisse, elle devait créer la terre et l'air dont il avait besoin. Au petit matin, les premières lueurs roses filtraient à travers les grandes baies vitrées de la cuisine. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Rosa, comme à son habitude, était déjà debout, en train de préparer le petit déjeuner. Elle versait du lait dans un bol, fredonnant une chanson portugaise à mi-voix. Émilie entra, sans maquillage, les cheveux attachés à la va-vite, en robe de chambre. Mais son regard était clair. Résolu. Elle resta debout un instant, les mains dans les poches, puis lança, sans détour. Émilie, et si on créait notre propre école, ici, dans la maison? Pas une vraie école bureaucratique. Un lieu libre. Flexible. Où Jules pourrait apprendre à son rythme. Où d'autres enfants comme lui pourraient venir. Un endroit où la musique, les langues, la différence ne serait pas un problème, mais une richesse. Et vous, vous seriez à sa tête. Rosa, figée, sa main suspendue au-dessus du bol de lait, tourna lentement la tête. Ses yeux brillèrent. Elle chercha ses mots. Mais aucun ne vint. À la place, une larme roula lentement sur sa joue. Puis une autre. Elle n'avait jamais rêvé aussi grand. Elle avait fui la guerre, le deuil, les humiliations, les petits boulots. Et là, cette femme puissante, issue d'un monde si éloigné du sien, lui proposait la direction d'un projet éducatif, en son nom. Elle posa doucement le bol, essuya ses mains à son tablier, et dit d'une voix tremblante. « Rosa, je ne suis pas docteur. Je n'ai pas de diplôme américain. Émilie, vous avez quelque chose qu'aucune certification ne remplace. Vous avez la clé. Vous avez su écouter Jules. Et je vous fais confiance. » En moins de 3 mois, le grand salon d'apparat du manoir fut métamorphosé. Les meubles anciens cédèrent la place à des espaces modulables, des coussins de sol, des cartes murales, des instruments du monde entier. Les plafonds furent insonorisés. Des écrans interactifs furent installés. Des bibliothèques multilingues furent remplies d'albums en italien, en japonais, en arabe. Rosa recruta avec Émilie une petite équipe de professionnels engagés, une orthophoniste passionnée par la communication alternative, un professeur de musique spécialisé dans les enfants non-verbaux, une danseuse thérapeute haïtienne, et même un ancien diplomate polyglotte en semi-retraite. Ils baptisèrent ce projet, le Jardin des langues. Un lieu où l'on cultive le langage comme une forêt, où chaque enfant pousse à sa manière, selon sa saison. Jules fut le premier élève. Et il n'était plus seul. Ce qui fut autrefois un salon austère, aux rideaux épais et aux parquets s'illustrés qu'on osait marcher dessus, est devenu un jardin de sons, de couleurs, de mouvements. Les murs sont tapissés de fresques interactives représentant les continents, chaque espace est dédié à une région du monde. Un coin est décoré de lanternes japonaises, un autre embaume l'encens indien, un troisième diffuse des chants traditionnels africains. Ici, les enfants n'apprennent pas comme dans une école classique. Ils touchent, chantent, répètent, dansent, expérimentent. On nomme les animaux en swahili en imitant leurs cris. On chante l'alphabet arabe avec des tambours. On visionne des contes animés japonais en version originale, sous-titrés avec des images, et les enfants apprennent à les raconter avec leurs propres mots. Les enseignants sont là, non pas pour imposer un savoir, mais pour accompagner l'éveil, pour tendre une main sans forcer l'autre à l'apprendre. Au cœur de cet écosystème unique, Jules est clos. Il ne se cache plus derrière ses cartes. Il les utilise. Il montre, il classe, il explique. Il découvre la joie de transmettre ce qu'il ressent, même si ce n'est pas toujours avec des mots complets. Il commence à pointer les capitales sur un globe, à associer des animaux à des pays, à relier un mot en espagnol à sa version portugaise. Et surtout, il rit. Des rires sincères, lumineux, qu'Émilie n'avait jamais entendus avant. Il rit avec d'autres enfants. Il regarde dans les yeux. Il écoute quand on lui parle. Et parfois, dans un murmure presque secret, il répond. Un jour, la docteure Léa Nguyen,
orthophoniste mondialement reconnu pour ses travaux sur la plasticité neuronale et la communication chez les enfants neuroatypiques, rend visite à l'établissement. On lui a parlé du projet avec scepticisme, comme d'un caprice de millionnaire en quête de miracle. Mais dès qu'elle entre dans la salle, elle s'arrête. Les couleurs, la musique en arrière-plan, le calme vibrant de l'espace, les enfants engagés et apaisés, rien ici ne ressemble aux écoles qu'elle connaît. Elle observe sans intervenir. Puis, elle voit Jules. Il est assis en cercle avec 3 autres enfants. À côté de lui, une petite fille d'origine coréenne tient une marionnette. Jules lui chuchote quelques mots en portugais. « Hola, tartaruga ». « Bonjour, tortue », en montrant la marionnette. La petite rit et répond dans un mélange de coréen et d'anglais. « Agnon, turtle ». Ils rient ensemble, dans une compréhension plus profonde que n'importe quelle syntaxe. Dr. Nguyen s'approche lentement d'Emily et de Rosa. Dr. Nguyen, visiblement ému, je n'ai jamais vu un tel éveil spontané. Vous êtes en train de réécrire les règles. Littéralement. Elle reste encore 2 heures, prend des notes, s'entretient longuement avec Rosa. Le lendemain, elle envoie un mail à des collègues, à une revue scientifique, puis à un journaliste du New York Times. En quelques semaines, l'histoire fait le tour des médias. Une mère millionnaire et sa gouvernante transforment un manoir en école de langue pour enfants autistes. Le jardin des langues, là où les enfants silencieux apprennent à chanter en 10 langues. Quand la tendresse parle plus fort que la science. Des journalistes affluent. Des familles envoient des lettres. Des centaines de parents désespérés contactent la fondation, prêts à traverser des États pour donner une chance à leur enfant. Emily est invitée à des conférences, mais elle décline la plupart. Elle préfère rester dans l'ombre, soutenant financièrement le projet, organisant l'ouverture d'autres centres. La première réplique du Jardin des langues ouvre à Chicago, dans un ancien bâtiment administratif rénové avec des matériaux écologiques. Puis vient Montréal, grâce à un partenariat avec une université bilingue. Enfin, Paris, dans une ancienne école maternelle réhabilitée du 11e arrondissement. Chaque centre adapte les langues et les référents culturels à sa population. Mais l'âme du projet reste la même, apprendre à partir de la diversité, écouter au lieu de forcer, révéler au lieu de corriger. Rosa, autrefois invisible, devient une figure d'inspiration. Désormais, directrice pédagogique Rosa Martinez, elle donne des conférences dans les universités, participe à des panels internationaux, rédige un ouvrage, Quand les enfants m'ont appris à parler, traduit dans 12 langues. Elle reçoit une invitation officielle de l'ONU, pour intervenir lors d'un sommet sur l'éducation inclusive et multilingue. Devant une assemblée de ministres, de chercheurs et d'activistes, elle prend la parole, les mains tremblantes mais le regard ferme. Rosa, je n'ai pas fait cela pour être ici aujourd'hui. Je l'ai fait parce que j'ai vu un enfant me répondre avec ses yeux. Et que j'ai compris que le silence n'est pas le vide. C'est une langue qu'on n'écoute pas encore. Le public se lève. Longue ovation. Aujourd'hui, le Jardin des langues est une fondation officiellement reconnue, financée à parts égales par les Delcourt et des dons anonymes de familles émues par l'histoire de Jules. Il existe des programmes satellites dans des hôpitaux, des modules pour les écoles publiques, des collaborations avec des ONG pour adapter le modèle aux pays en développement. Et chaque année, au manoir de Westchester, une journée portes ouvertes réunit les familles, les anciens élèves, les professionnels, autour d'un grand buffet international, de chants multilingues et de témoignages bouleversants. Rosa s'y tient toujours, un foulard coloré noué dans les cheveux, entourée d'enfants qui rient et parlent dans des langues entremêlées. Et dans un coin, souvent, Jules, maintenant âgé de 11 ans, lit une histoire à voix haute, en italien. C'était un soir d'hiver, silencieux et feutré, où la neige tombait doucement sur les baies vitrées du manoir de Westchester, recouvrant les jardins d'un manteau immaculé. Dans la salle de classe sensorielle, tamisée par des guirlandes de lumière douce, les rires des enfants s'étaient éteints depuis longtemps. Rosa et Emily, encore vêtues de leur tablier, ramassaient les jeux, rangeaient les cartes, fermaient les livres multilingues lus dans la journée. Elles travaillaient côte à côte, en silence, dans cette complicité forgée par des mois de confiance, de regards échangés, de décisions courageuses. Le parquet craqua derrière elle. Emily se retourna. Jules s'approchait. Il avait grandi.
Son pas était encore hésitant, mais son regard, lui, était assuré. Il s'avança sans mot, s'arrêta devant sa mère, et tendit une main. Émilie s'agenouilla, instinctivement, les yeux écarquillés. Jules posa doucement sa paume sur la joue de sa mère. Un geste lent, chargé de tendresse. Son regard brillait d'un éclat presque irréel, comme s'il portait l'univers entier dans ses yeux. Et puis, d'une voix posée, presque musicale, il dit : « Je t'aime, maman. » En 9 langues. Émilie retint son souffle. Alors, il commença. Chaque mot, prononcé avec soin, avec une résonance unique, devenait un bijou dans le silence sacré de cette pièce. I love you. Te quiero. Je t'aime. Ti amo. U te amo. Ich lieb dich. Anawi buki. Eshitru. Nakupanda. Émilie n'avait jamais pleuré ainsi. Elle ne pleurait pas depuis des années. Pas même à l'enterrement de Thomas. Mais là, elle s'effondra dans les bras de son fils, bouleversée par la simplicité de ses mots, par le miracle lentement cultivé, par l'amour tissé langue après langue. Rosa s'approcha. Elle posa une main sur l'épaule d'Émilie, une autre sur celle de Jules, et ils restèrent tous les 3 enlacés, unis par une vérité qu'aucun diplôme, aucune fortune, aucun système n'aurait pu fabriquer. L'amour n'a besoin d'aucune langue pour exister, mais toutes les langues pour fleurir. 2 ans passèrent. Le jardin des langues s'était implanté sur plusieurs continents. Des équipes locales, formées par Rosa et ses collègues, adaptaient le modèle à différentes cultures. Des centaines d'enfants avaient trouvé leur voie dans ces espaces bienveillants. Un matin, dans les pages du New York Times, parut une lettre ouverte signée Émilie Delcourt. Sur fond blanc, en typographie élégante, elle écrivait : Astérisque, pendant des années, j'ai cru que l'argent pouvait tout résoudre. Tout contrôler. Tout réparer. J'ai fait venir les plus grands spécialistes. J'ai décoré des chambres comme des cliniques. J'ai bâti une cage dorée, pensant que cela sauverait mon fils. Mais c'est une femme discrète, une femme que j'ai d'abord ignorée, qui m'a montré la voie. Une femme qui parle 9 langues et dont le regard savait écouter là où personne ne cherchait plus rien. Elle a cru en mon fils alors que je n'osais plus espérer. Elle m'a réappris à aimer, sans peur. Et elle m'a offert bien plus qu'un miracle, elle m'a offert une mission. Aujourd'hui, je sais ce que cela signifie, vraiment, éduquer. Astérisque. Quelques semaines plus tard, lors d'un grand colloque sur l'éducation inclusive à l'Université Columbia, Rosa Martinez, désormais reconnue comme l'une des pionnières de l'enseignement multilingue pour enfants neuroatypiques, monta sur scène devant un public d'enseignants, de chercheurs, de familles et de journalistes. Elle tenait son discours, manuscrit sur du papier jauni par l'émotion. Elle leva les yeux, inspira profondément, puis dit : Astérisque, astérisque, j'ai été invisible pendant des années. Je nettoyais les traces des autres. Je passais silencieuse dans les maisons, dans les couloirs, dans les regards. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a écoutée. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui parle. Ce sont les enfants qu'on disait différents, ceux qu'on jugeait perdus, inaptes, inadaptés. Ils parlent. Dans toutes les langues. Et ils ont tant à nous apprendre. Une longue ovation suivit. Et quelque part, dans une classe baignée de lumière, un petit garçon autiste trace des mots sur une carte du monde. Son doigt glisse de Dakar à Rio, de Séoul à Lisbonne. Il prononce les noms avec lenteur. Avec joie. Avec précision. Il ne parle pas pour faire plaisir. Il parle parce qu'il en a envie. Et il sourit.